Eh bien, merci à toutes et à tous d'être fidèles au poste à un moment toujours délicat, postprandial. Mais vous allez voir qu'Olivier va nous remuer tout notre petit monde. Je vais présenter rapidement Olivier avec quelques éléments parmi une carrière qui est déjà riche, puisqu'il est titulaire d'une thèse de doctorat agro Paris Tech portant, ouvrez les guillemets, une nouvelle approche d'isotopomique pour identifier les dysrégulations du métabolisme des protéines et des acides aminés lors du développement du syndrome métabolique. Bon, déjà là, ça pose son homme et ça pose son sujet. Je lui laisse le soin de revenir. J'ai eu la curiosité, évidemment, d'aller fouiner sur l'isotopomique. En sémiotique, on connaît bien l'isotopie, le fait que les significations se concentrent sur un même espace. Vous allez voir que l'isotopomique, on n'est pas loin, puisque c'est aussi lié à des nombres d'informations isotopiques, donc qui se rassemblent. Voilà, je vous le dis de façon très profane. Tout ça pour vous dire que, si j'ai compris, on va tous y arriver. Bon. Ensuite, un postdoctorat à l'ESPCI, qui est l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Toujours, on va dire, dans les connexions sur le métabolisme des corps cétoniques et la formation de la mémoire. Il est membre également, Olivier, du laboratoire 2NC comme nutrition, cancer, croissance et cancer de l'Université de Tours. C'est une UMR INSERM, donc on sait la qualité de ces laboratoires, où il travaille sur les variations d'abondance isotopique naturelle lors du cancer de la prostate en lien avec l'exposome et le métabolisme. L'exposome, il va le développer aussi assez longuement. Donc là encore, c'est une notion qui n'est peut-être pas complètement familière à toutes et à tous, mais vous verrez que là encore, c'est une approche, on va dire, holistique de tous les facteurs environnementaux qui agissent sur un organisme. Et pour terminer, mais vous voyez, on aurait pu prolonger les choses, mais simplement pour vous situer son activité de recherche qui est très dense et qui va donner évidemment tout son crédit à sa prise de parole. Il est aussi impliqué dans le réseau de recherche clinique pédiatrique, PetStart. C'est un réseau national de recherche clinique pédiatrique plurithématique. Donc, vous l'aurez déjà compris, on va étoffer notre vocabulaire scientifique manifestement au cours de cette communication. Et puis peut-être plus sérieusement, on verra comment ces notions que je viens d'évoquer presque de façon caricaturale autour de l'isotopomique et de l'exposome croisent nos propres interrogations, évidemment, en sciences humaines. Et vous verrez que c'est un propos qui est vraiment assumé dans l'interdisciplinarité qui a été évoquée. C'est-à-dire vraiment, alors que ça paraît peut-être pas évident en première instance, vous verrez que le pari est réussi de mon point de vue, et je pense qu'il sera partagé, entre cette approche scientifique extrêmement rigoureuse et solide et les interactions avec les propos, les questions qui sont les nôtres en sciences humaines. Alors je serai un peu dans mon rôle de discutant en essayant de pousser peut-être dans ces derniers retranchements Olivier par rapport à certains points qu'il aura évoqués. Et puis ensuite, bien sûr, le jeu des questions. On était prévu, je crois, on a déjà une demi-heure de retard, je pense. Donc on va s'accorder quand même, Madame la Présidente, peut-être un petit délai de grâce quand même. On avait prévu 1 heure, on fera peut-être un peu moins. Mais Olivier, franchement, il est sur une amplitude d'environ une demi-heure. Je pose quelques questions après si nécessaire, et puis vraiment la parole au public si ça vous convient. Olivier, j'espère ne pas avoir trop trahi ton travail, ton profil, ta démarche scientifique. Et maintenant, que notre curiosité. Alors le thème, il est devant vous. Le thème, sommes-nous sûrs que nos légumes sont bien bio? Donc vous voyez, chaque terme, évidemment, nous permet de tirer pas mal de ficelles. Sommes-nous sûrs, la question de la certitude, que nos légumes sont bien bio? Le bio, à la fois comme vérité scientifique ou comme espace imaginaire, toute la question est là. Olivier, à toi. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette introduction. C'était parfait, très complet. Très content d'être ici aujourd'hui pour lancer la discussion, à la fois peut-être sur le bio et sur potentiellement aussi comment on pourrait rapprocher les sciences naturelles et formelles et les sciences humaines, voir comment on pourrait travailler ensemble. Donc, titre de la présentation, sommes-nous sûrs que nos légumes sont bien bio? Déjà, on peut se demander, qu'est-ce que le bio? Le bio, c'est, voyons-le premièrement,
Sur la première diapo, c'est une culture qui est en évolution en France. On voit ici une carte de la France avec les différents départements où les triangles représentent, de par leur taille, l'évolution du nombre de fermes bio en France entre 2019 et 2020, et où la teinte des triangles représente le nombre absolu de fermes, donc avec une évolution pour les plus gros triangles de plus de 30% dans l'année. Et pour les plus foncés, on parle de plus de 1500 fermes. On voit que c'est une culture qui est représentée partout déjà sur le territoire national. Si on la représente autrement, avec la figure que vous voyez ici qui montre l'évolution entre 2005 et 2020, en vert des surfaces en conversion totale bio et en orange des surfaces certifiées bio. On voit qu'on a une évolution de la surface agricole entre 2005 et 2020 pour atteindre en 2020 2,55 millions d'hectares de surface, soit en conversion totale ou déjà certifiées bio. Les barres jaunes, elles, représentent l'évolution du nombre de fermes qui atteignent en 2020 53 250 fermes pratiquant l'agriculture biologique. Et les barres brunes, elles, représentent le nombre d'entreprises. On est rendu à 2020 à 25 763 entreprises impliquées dans le bio en France. Donc on a vu que le bio, c'est de plus en plus de surfaces agricoles, de fermes et d'entreprises partout en France. C'est aussi de plus en plus de consommation par les ménages. On voit l'évolution ici entre 2010 et 2020 avec une consommation par les ménages qui atteint en 2020 1,4 milliard d'euros par année. Donc, l'agriculture biologique, c'est de plus en plus de surface agricole, de plus en plus de consommation. Et c'est une agriculture qui se définit comme un système de gestion agricole et de production alimentaire qui allie meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, des normes élevées en matière de bien-être animal et qui se base sur l'utilisation de substances et de produits naturels. Elle est donc basée sur la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et d'OGM, qui sont des organismes modifiés génétiquement. Donc maintenant qu'on a vu rapidement ce qu'est l'agriculture biologique et ce que ça représente aujourd'hui en France, voyons plus en détail ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Donc, sans être un expert comme M. Bianchi qui a parlé hier du cadre réglementaire et des labels, je vais vous en parler un peu pour le bio pour vous mettre en contexte. Je ne sais pas si M. Bianchi est encore avec nous. Je sais qu'il était là ce midi, mais peut-être que pour la discussion par la suite, ça serait bien de l'avoir à nos côtés. Donc, je vais vous parler en premier du cadre réglementaire et du label bio. Pour enchaîner sur ce qui est plus le cœur de la présentation et ma spécialité, c'est-à-dire à savoir comment les isotopes de l'azote sont des marqueurs du bio et de sa consommation. Pour ce faire, je vais vous définir ce qu'est un isotope, comment on peut mesurer l'abondance des différents isotopes de l'azote. Je vais vous expliquer ce qu'est le cycle de l'azote, c'est-à-dire comment l'azote circule de façon perpétuelle entre l'atmosphère, le sol, les plantes et les animaux. Comment les engrais chimiques affectent le cycle de l'azote et comment on amende les sols différemment en culture biologique pour voir, in fine, comment ceci se reflète dans les abondances isotopiques des produits biologiques, voire même dans les consommateurs. Et comment donc c'est un marqueur du choix. Pour enfin enchaîner un peu avec le choix du bio, la santé et l'exposome, ce qui va me permettre d'enchaîner sur la dernière partie de cette présentation qui va porter sur l'exposome et la symbiose entre sciences humaines et sociales et naturelles et formelles. Donc, voir comment, au travers de la notion du concept d'exposome, on pourrait potentiellement resserrer les liens entre les différentes disciplines. Commençons par le cadre réglementaire en culture biologique. Le cadre réglementaire, il est assez simple. C'est des règlements et des cahiers de charges en lien avec la production, la transformation, la distribution, l'importation, le contrôle et l'étiquetage. C'est essentiellement 3 règlements européens qui seront mis à jour en 2022 et des cahiers de charges complémentaires français pour certains produits ou activités comme la culture d'escargots, par exemple. C'est aussi en France depuis le 30 octobre 2018 la loi EGalim pour la restauration collective qui promouvoit plus de 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 20% de produits biologiques dans les cantines, la diversification des sources de protéines, la substitution des plastiques
la lutte contre le gaspillage alimentaire et dons et le programme Fruits et lait dans les écoles. Bon, dans le cadre de cette présentation, on est plus intéressé par les deux premiers points, soit le 20% de produits bio dans les cantines et la diversification des sources de protéines. Je vais maintenant vous expliquer rapidement le label bio européen qu'on voit ici. Donc, le logo bio européen qui est obligatoire sur tous les produits alimentaires préemballés d'origine européenne. On le voit ici, c'est la feuille verte. Il doit y figurer le code de l'organisme certificateur, ainsi que l'origine de la matière première, à savoir si elle vient de l'Union européenne ou non. On voit aussi à droite le logo AB, qui est le logo français, qui lui est facultatif, qui assure les mêmes garanties que le logo européen, qui apparaît quand même sur plusieurs produits parce qu'il est très bien reconnu de certains consommateurs. Il y a aussi d'autres logos qui peuvent venir s'ajouter au logo européen. On en voit quelques-uns ici. Il y a le logo Biocohérence qui assure les mêmes garanties que le logo européen, qui assure aussi que les produits soient labellisés et transformés en France. Le logo Déméter qui aussi assure les mêmes garanties que les normes européennes et garantit aussi que les produits sont issus de l'agriculture biodynamique, qui est un mode de production agricole qui se base notamment sur une cohérence avec les cycles lunaires et planétaires. On voit ensuite, le troisième logo, c'est le logo Biopartenaire, qui lui aussi amène les mêmes garanties que la norme européenne et promouvoit certaines valeurs humanistes comme le commerce équitable. Enfin, le logo Nature et Progrès, qui lui se dissocie de la réglementation européenne. Il va bannir certains produits comme l'huile de palme et assure que les produits soient d'origine locale. Il y a aussi d'autres logos qui pourraient apparaître en fonction de l'origine des produits. On pense notamment au logo américain, au logo bio américain. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, à savoir comment les isotopes de l'azote peuvent être des marqueurs du bio. Donc déjà, je vais vous expliquer ce qu'est un isotope. Et pour ce faire, j'utilise le modèle atomique qu'on voit ici pour les deux isotopes stables naturellement présents de l'azote, soit l'azote 14 à gauche et l'azote 15 à droite. Donc, c'est deux atomes du même élément, deux atomes d'azote, qui diffèrent de par leur composition de leur noyau, qu'on voit ici au centre. Parce que à la fois l'azote 14 et l'azote 15 ont tous deux 7 électrons en rouge qui gravitent autour du noyau. Par contre, le noyau contient pour l'azote 14 7 protons et 7 neutrons qui sont en vert et en beige. L'azote 14 a donc une masse de 7 plus 7, ce qui donne 14 unités atomiques, alors que l'azote 15, lui, a un noyau qui est composé de 7 protons et de 8 neutrons, ce qui donne 7 plus 8, une masse de 15 unités atomiques. On parle donc de l'isotope lourd pour l'azote 15 et l'isotope léger pour l'azote 14. Alors, voilà. Je voulais pas t'arrêter, mais simplement, Olivier, il faut qu'on comprenne bien pourquoi du bio on passe à l'azote et pourquoi le passage de l'azote est obligé d'une certaine manière pour aller vers le bio. Parce que au-delà de cette structure atomique ou de ce modèle atomique, pourquoi on passe par cette discussion autour de l'azote ? Je vais vous l'expliquer par la suite, quand on va voir le cycle de l'azote, peut-être dans 2 diapos. Ça vous va? Très bien, c'est un teasing. Exactement, il faut y passer pour comprendre la suite. D'accord. Et en gros, j'essaie d'aller plus rapidement avec cette partie-là, peut-être. L'azote 14 représente environ 99% de l'azote sur Terre, alors que l'azote 15 n'en représente moins de 0,4%. Par contre, il est possible de mesurer l'abondance de l'azote 14 et de l'azote 15 dans les aliments et dans les consommateurs, par exemple dans des matrices facilement accessibles comme les cheveux, du sang, de l'urine, des ongles, des choses comme ça. Et comment est-ce qu'on mesure l'abondance relative de ces isotopes-là? Eh bien, c'est par spectrométrie de masse à rapport isotopique, qui est l'appareil qu'on voit ici. C'est le spectromètre de masse à rapport isotopique qui est dans le laboratoire d'hématologie biologique du professeur Hérault au CHU Bretonneau à Tours, qui est juste au bout de la rue ici. La façon dont ça fonctionne, eh bien, c'est que les échantillons,
hein, peu importe, ça peut être des aliments, des cheveux humains, des choses comme ça. L'azote dans les échantillons va être transformé sous forme de gaz avec une combustion à très haute température, à 1000 degrés Celsius. L'azote gazeux ainsi formé va être séparé des autres gaz formés en passant dans un circuit qui va piéger les autres gaz. On appelle ça de la chromatographie. Et l'azote va ensuite traverser un circuit, disons, analytique qui est schématisé ici. C'est-à-dire que l'azote, à la fois les deux isotopes, hein, l'azote 14 et l'azote 15, vont traverser un aimant, donc un champ magnétique. Ce qui arrive dans ce champ magnétique-là, c'est que l'azote 14 et l'azote 15, en fonction de leur différence de masse, ne vont pas avoir les mêmes interactions avec le champ magnétique et donc n'auront pas le même rayon de courbure quand ils vont traverser le champ magnétique, comme on le voit ici. Ils vont donc aller se loger dans différents détecteurs. Bon, là, on voit 3 détecteurs ici, mais dans le cas de l'azote 14 et de l'azote 15, il y aurait juste 2 détecteurs qui seraient importants pour faire la mesure. Et donc, le ratio qu'on peut ainsi mesurer entre l'azote 15 et l'azote 14, il est exprimé par rapport à celui de l'azote atmosphérique. L'azote atmosphérique, c'est la valeur de référence. Ceci me permet d'enchaîner avec le cycle de l'azote. Et oui, l'azote circule perpétuellement entre l'atmosphère, le sol, avec des bactéries dans le sol qui vont fixer l'azote. Ça rend l'azote disponible pour les plantes. Les plantes vont ensuite utiliser cet azote-là, le prendre avec leurs racines, vont utiliser l'azote pour fabriquer leurs protéines et croître. Les animaux mangent ensuite les plantes et font la même chose. Ils utilisent l'azote pour eux-mêmes fabriquer des protéines et croître. L'azote des animaux retourne ensuite au sol, à la fois via les excréments et suite au décès de l'animal. Et, in fine, l'azote va, via d'autres bactéries, retourner à l'atmosphère. Il y a donc une perpétuelle circulation comme ça de l'azote. Et comme je l'ai dit, la valeur de référence, c'est la valeur de l'atmosphère pour le rapport entre l'azote 14 et l'azote 15. Il y a donc des échanges d'azote entre l'atmosphère, le sol, les plantes et les animaux. Et ces échanges d'azote-là engendrent des variations du rapport entre l'azote 14 et l'azote 15. Et donc, le rapport entre l'azote 14 et l'azote 15 qu'on mesure dans l'atmosphère n'est pas le même que dans le sol, dans les bactéries, dans les plantes et dans les animaux. Et ça, c'est dû aux modifications de ce rapport-là par le métabolisme. Ce qui arrive, c'est que les réactions chimiques dans les organismes vivants, certaines réactions chimiques, disons, vont avoir tendance à utiliser préférentiellement un isotope plutôt que l'autre. Et globalement, dans les écosystèmes, ça résulte en un enrichissement en azote 15 dans les animaux par rapport à leur régime. Donc la vache ici, elle est enrichie en azote 15 par rapport aux plantes qu'elle consomme. Donc ça c'est vrai, c'est le cycle de l'azote, comme ça, sans intervention humaine. Par contre, au début du 19e siècle, nous avons découvert comment fixer de façon chimique l'azote atmosphérique pour en faire de l'engrais. C'est un procédé qui s'appelle le procédé d'Haber-Bosch, qui a été découvert par Fitz-Haber et industrialisé par Carl Bosch. Ça a permis de produire en grande quantité de l'engrais à partir de l'azote atmosphérique, des engrais chimiques qui ont aidé à grandement augmenter les rendements agricoles et donc contribué avec les pesticides à réduire l'insécurité alimentaire dans le monde. Par contre, qui altèrent le cycle de l'azote. Fitz-Haber et Carl Bosch, pour cette découverte, ont eu un prix Nobel respectif en 1918 et 1931. Par contre, de façon plus anecdotique, Fitz-Haber a beaucoup été critiqué à la même période pour avoir été, disons, le chef de la guerre chimique allemande pendant la Première Guerre mondiale. Et il semblerait que le procédé d'Haber-Bosch aurait permis aux Allemands d'être indépendants dans leur production d'explosifs. Et justement, la fixation industrielle de l'azote atmosphérique est plus tristement connue dans l'actualité pour l'explosion du port de Beyrouth en 2020 et l'explosion d'une usine à Toulouse en 2001. Et donc, l'azote qu'on fixe comme ça de façon chimique et par un processus qui est industrialisé maintenant pour en faire de l'engrais résulte en des engrais chimiques qui ont un rapport azote 15 sur azote 14 faible,
comme celui de l'azote atmosphérique. Par contre, en bio, le sol est amendé différemment. On n'utilise pas les engrais chimiques. Et pour vous l'expliquer, citons le règlement européen, dont je fais ressortir les parties plus importantes là, en vert. C'est un élément qui est surtout traité dans l'article 12, paragraphe 1 du règlement numéro 834 de 2007, qui dit en A, la production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité et empêchent son tassement et son érosion. La fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle du culture, comprenant les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts, et, passage important, par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matière organique, de préférence compostée, provenant de la production biologique. Point C, l'utilisation de préparations biodynamiques est autorisée. Point D, en outre, les engrais et amendements du sol ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique, conformément à l'article 16. Et E, passage important, l'utilisation d'engrais minéraux azotés est interdite, en ce qui revient à dire que les engrais chimiques fabriqués par le procédé d'Haber-Bosch sont interdits en culture biologique. L'article 12 est complémenté par l'article 3, paragraphe 1 du règlement numéro 889 de 2008, qui lui stipule que lorsque les mesures prévues à l'article 12, paragraphe 1.abc du règlement numéro 834 de 2007 ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux, et bien seuls les engrais et amendements du sol énumérés à l'annexe 1 du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique et uniquement suivant les besoins. Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits. Et donc là, je n'ai pas mis l'annexe 1 du règlement en question, parce qu'il est assez long, mais on y voit qu'essentiellement, les engrais qui sont utilisés en culture biologique proviennent de matière animale. C'est beaucoup du fumier, de la corne et d'autres produits comme ça. Et donc, en culture bio, contrairement à en culture conventionnelle, on utilise des engrais dont le rapport azote 15 sur azote 14 est plus élevé, comme celui des animaux. Alors qu'en culture conventionnelle, on utilise des engrais chimiques dont le rapport azote 15 sur azote 14 est plus faible, comme celui de l'azote atmosphérique, parce qu'on prend directement presque de l'azote de l'atmosphère pour nourrir les plantes. Et ça, comment ça se traduit, disons, par le rapport azote 15 et azote 14 des fruits et légumes bio? Eh bien, on le voit sur la figure ici. Bon, c'est un peu brutal. C'est issu d'un article qu'on a publié l'année dernière avec Régis encore, qui montre effectivement que le rapport azote 15 sur azote 14, qui évolue du bas vers le haut ici sur la figure, en moyenne, est plus élevé dans les fruits et légumes issus de l'agriculture biologique que dans les fruits et légumes issus de l'agriculture conventionnelle. Donc, pour schématiser tout ce que je viens de vous raconter, considérons le schéma suivant avec un axe d'évolution du bas vers le haut du rapport azote 15 sur azote 14. Nous avons vu qu'en agriculture conventionnelle, les engrais chimiques ont un rapport azote 15 sur azote 14 faible, similaire à celui de l'azote atmosphérique. Effectivement, on voit ici les engrais chimiques dans le bas de l'axe. Et on voit donc les légumes ici issus de l'agriculture conventionnelle, qui ont un rapport azote 15 sur azote 14, c'est relativement similaire à celui des engrais chimiques. On a ensuite vu que les animaux sont enrichis en azote 15 par rapport aux plantes et aux animaux qu'ils consomment. Et on voit ici la vache, qui est plus riche en azote 15, qui a un rapport azote 15 sur azote 14 plus élevé que les végétaux qu'elle consomme. Et les consommateurs, eux, sont eux aussi enrichis en quinzaine par rapport aux animaux et aux plantes qu'ils consomment, avec un omnivore qui ici va être un peu plus enrichi que la vache et plus enrichi que les fruits et légumes qu'il consomme, et un vegan qui, lui, va seulement être enrichi par rapport aux végétaux qu'il consomme. Et avec un carnivore, vous en connaissez peut-être, ne mange que de la viande. On a vu, je crois, les macas dans une présentation hier qui mangeaient beaucoup de viande et de poisson, peut-être seraient dans une situation similaire. Et donc, chez les consommateurs, le rapport azote 15 sur azote 14 est
qu'on peut mesurer par exemple dans les cheveux, comme je l'ai dit, dans l'urine, dans les ongles, etc. Dans le collagène, si on retrouve des ossements dans un contexte plus archéologique. Donc, le rapport azote 15, azote 14 chez les consommateurs est classiquement vu comme un marqueur de la consommation de viande. Comme on le voit ici, les individus qui consomment plus de viande ont un rapport azote 15 sur azote 14 plus élevé que ceux qui en consomment moins ou pas. Par contre, quand on introduit dans tout ça l'agriculture biologique, où on a des engrais biologiques ou disons des façons d'amender le sol qui utilisent la matière organique, en beaucoup du fumier, qui ont un rapport azote 15 sur azote 14 similaire à celui des animaux, eh bien, on arrive dans un contexte où les produits issus de cette agriculture-là ont un rapport azote 15 sur azote 14 plus élevé que ceux issus de l'agriculture conventionnelle et donc utilisant l'engrais chimique similaire à l'azote atmosphérique pour synthétiser leurs protéines. Et donc, on arrive dans un contexte où le rapport azote 15 sur azote 14, en plus de refléter la consommation de produits d'origine animale versus végétale, reflète aussi potentiellement chez le consommateur la consommation de produits bio avec un omnivore qui serait plus riche en azote 15 s'il consomme beaucoup de produits d'origine biologique et un vegan qui lui aussi serait plus riche en azote 15 s'il consomme beaucoup de produits d'origine biologique. Et donc, le rapport azote 15 sur azote 14 est un marqueur du choix à la fois de produits d'origine animale versus végétale et potentiellement aussi du choix de produits d'origine bio. On peut donc se demander qu'est-ce qui pourrait amener des consommateurs à choisir le bio plutôt que des produits issus de l'agriculture conventionnelle. Eh bien, un déterminant semblerait, selon la littérature scientifique, qu'un déterminant majeur de la consommation de bio est la croyance d'un effet bénéfique sur la santé et d'un meilleur profil nutritionnel. Mais le bio est-il vraiment meilleur pour la santé? On arrive au point charnière. Un peu d'eau. Eh bien, certes, la consommation de bio est associée à une moindre ingestion de pesticides. Par contre, il est généralement considéré qu'une exposition à de faibles niveaux de pesticides est considérée généralement comme sécuritaire, disons, à des niveaux qu'on retrouve dans les fruits et légumes conventionnels. Ensuite, il est vrai que quelques études montrent des teneurs plus élevées en certains nutriments comme les polyphénols dans les fruits et légumes, oméga 3 dans le lait et les acides gras polyinsaturés dans la viande. Par contre, il devrait normalement tout à fait être possible de satisfaire les besoins sans recourir nécessairement à des produits issus d'un régime biologique. Donc, il reste, sur la base des données disponibles, très difficile à ce jour de faire un lien direct entre la consommation de bio et la santé, ou disons d'établir un lien direct. Par contre, la consommation de bio semble quand même clairement être associée à la santé. Et pour vous expliquer, voyons à titre d'exemple le portrait robot du consommateur de bio moyen. Et alors, il semblerait que le consommateur de bio, en moyenne, ce soit plus des femmes soucieuses de leur santé, qui pratiquent de l'activité physique, qui sont de statut socio-économique plutôt élevé, et qui consomment moins de produits d'origine animale, et donc avec une proportion plus élevée de végétariens. Donc le bio, on ne peut pas établir nécessairement un lien direct avec la santé, il est par contre clairement associé au statut socio-économique et au mode de vie, et globalement, le consommateur de bio tend à faire des choix qui semblent être plus sains. On peut donc dire que le consommateur de bio a un exposome qui est différent. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette présentation, qui est sur le concept de l'exposome et la symbiose entre les sciences humaines et sociales et naturelles et formelles. Donc, qu'est-ce que l'exposome? Eh bien, c'est la somme des expositions environnementales. L'exposome peut être divisé en sous-catégories comme le mode de vie, qui comprendrait par exemple l'alimentation, la pratique d'activité physique, l'écosystème, l'environnement social, l'environnement physique et chimique, qui pourrait comprendre, par exemple, l'exposition à des produits chimiques au travail. C'est un concept qui veut considérer l'homme dans son environnement. C'est un concept aussi qui a été mis de l'avant pour la première fois en 2005 par Christopher Wilde
dans une revue scientifique d'oncologie. Christopher Wilde parlait à l'époque de complémenter le génome avec l'exposome. Et on voit ici une représentation artistique de l'exposome. Et donc, comment le concept d'exposome peut mettre en avant le lien ou tout ce que peut apporter la symbiose entre les sciences humaines et sociales et naturelles et formelles? Et bien, je pense que beaucoup, c'est au travers de la notion de choix. Le choix qui implique à la fois les sciences naturelles et formelles et les sciences humaines et sociales. Alors, qu'est-ce que peut amener les sciences naturelles et formelles? Eh bien, ça peut permettre d'une part de détecter les expositions qu'amènent les choix. Hein. Ça peut être les expositions alimentaires. Comme on l'a vu, on peut détecter potentiellement ce qu'ont mangé les gens avec des techniques isotopiques ou autres. On peut aussi détecter des expositions chimiques, par exemple, en mesurant la concentration de pesticides dans les urines, etc. Les sciences naturelles et formelles peuvent aussi permettre de mieux comprendre les conséquences sur l'organisme qu'amènent ces expositions-là qui dérivent des choix. Et de leur côté, les sciences humaines et sociales, elles, peuvent être plus utiles pour comprendre comment les choix sont fonction de l'environnement. On pourrait penser à l'environnement social, l'histoire collective, individuelle et autres. Et là, c'est aussi un peu pour ouvrir la discussion sur la suite, à savoir si vous avez d'autres idées pour voir comment les sciences humaines et sociales pourraient nous aider à travailler sur des concepts comme l'exposome, comme la somme des expositions environnementales, qui inclut l'alimentation. Donc, en conclusion, nous avons vu aujourd'hui que l'abondance des isotopes stables de l'azote 15 et l'azote 14, est un des outils qui peut nous informer sur l'origine biologique versus conventionnelle des produits. Nous avons vu que l'abondance des isotopes de l'azote est un des outils qui peut nous informer sur l'exposome, donc à la fois sur la consommation de produits d'origine animale versus végétale, quand on fait des mesures chez les consommateurs, par exemple dans les cheveux, dans les ongles, dans les urines, etc., et potentiellement aussi sur la consommation de produits bio. Et enfin, nous avons vu que l'exposome est un élément qui lie les sciences naturelles et formelles et les sciences humaines et sociales, et que l'association des deux, je pense, peut aider à mieux s'attaquer à des problématiques d'actualité. Donc, je vous remercie pour votre attention. On te laisse respirer et boire un peu d'eau. Donc merci, parce que évidemment c'est un sujet complexe quand on n'a pas un profil scientifique. Et donc je vous rassure, je ne vais pas être long en tant que discutant, mais redire un peu ce que je crois avoir compris et ce qu'on peut éventuellement questionner. J'avais posé un peu naïvement la question sur l'azote au début, parce que le lien n'est peut-être pas évident par rapport au bio et par rapport au point d'aboutissement vers lequel on souhaite aller, c'est-à-dire aussi un prisme sciences humaines et sociales, et puis la conjonction avec les sciences formelles ou les sciences expérimentales. Donc je t'ai arrêté à ce moment-là, et tu as très bien expliqué. D'abord, je pense que tous, on n'était pas familiers de ce cycle de l'azote, on voit bien. On a bien compris, palier par palier, avec l'atmosphère, les sols, les animaux, et ensuite tout ce qui peut pourrir, disparaître et renouveler le cycle. Et ce qui est intéressant, on a bien compris que si tu allais chercher l'azote, et je pense qu'on a aussi découvert peut-être en quoi c'était important le rapport entre azote 14 et azote 15, et que pour toi, c'était véritablement l'identifiant scientifique qui permettait de distinguer de façon formelle, d'une certaine manière, un élément objectif de différenciation entre ce qui était bio et ce qui était chimique. En disant, voilà, on a identifié, grâce à l'azote, on a un élément d'identification d'une différence formelle entre ce qui est bio et ce qui ne l'est pas, ce qui est chimique. Avec une présomption que si le bio est lié à des matières organiques, il y a moins d'atteintes, évidemment, peut-être sur la santé que ce qui serait chimique. C'est peut-être En plus, tu as fait un détour par les prix Nobel, dont l'imaginaire est plutôt déceptif, on va dire, puisque l'utilisation de l'azote nous renvoie à des choses évidemment malheureuses. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien saisir le rôle d'identifiant, de différenciation que joue l'azote. Si je ne trahis pas
ta communication entre bio et chimique. Donc ça, c'est très bien. Mais, deuxième partie, on arrive au moment cardinal où on s'est dit, bon, maintenant qu'on a identifié l'azote et ce rapport élevé, c'est ce qui compte, c'est que le rapport soit élevé entre azote 14 et azote 15, il y a une présomption que ce serait un élément de qualité, voire de santé pour le bio. Et là, malheureusement pour nous, tu restes prudent. Tu nous dis, on peut attester que c'est un élément de différenciation. Je peux vous dire ça, c'est du bio, ça, c'est pas du bio, en ayant repéré ça. De là à vous dire, c'est vraiment meilleur, c'est bon pour la santé. Là, c'est un pas que tu n'oses pas franchir. On est un peu sur la voie, mais là, on reste, c'est ça. Tu dis, moi, mon rôle scientifique, par rapport à cet identifiant formel, c'est pas d'aller plus loin. Après, on rentre peut-être dans un régime qui est celui du discours, peut-être des croyances, peut-être des représentations. C'est un autre monde, un peu. Exactement. Je pense que sur la base des données disponibles aujourd'hui, c'est un peu quand même difficile d'affirmer clairement que le bio, c'est meilleur pour la santé que le conventionnel. Alors que scientifiquement, pour augmenter ton impact factor, tu as peut-être intérêt à dire ça change tout, et c'est bon pour la santé. Non, c'est vrai. Mais là, tu ne veux pas aller sur ce terrain-là, donc tu restes prudent et on le comprend. Hein. Donc ça, c'est un premier élément qui est intéressant. Après, je pense que tu échappes aussi à une vision un peu bipolaire entre, d'un côté, les sciences expérimentales ou formelles qui pourraient objectiver les choses, et de l'autre, les sciences humaines qui seraient condamnées finalement à un régime, j'ai envie de dire presque vaporeux, atmosphérique, pour reprendre le terme, qui serait celui de l'imaginaire, des croyances, des représentations. Nous, on aime ces termes-là, évidemment, en sciences humaines. On ne les dévalue pas, on ne les discrédite pas. Mais on n'a pas intérêt non plus, si on veut progresser dans l'interdiscipline, à dire qu'il y a une dichotomie entre votre monde, qui est celui des mesures, qui est celui des données, objectivables, vérifiées, qu'on peut dupliquer, qu'on peut répéter avec ton spectromètre. Hein, donc de dire, vous voyez, chaque fois que je fais ça, je vérifie la même chose. Donc là, je suis bien dans une démarche scientifique sérieuse, rigoureuse, établie. Par contre, votre monde en sciences humaines, aïe, 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 c'est le régime du relativisme absolu, parce que non seulement c'est lié à des croyances, à de la culture, à des représentations, mais en plus ça bouge d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. Par exemple, ce serait facile d'établir qu'il y a un effet bio. Un simple indicateur pour moi dans mon domaine sur la sémiotique de la consommation, c'est de dire, regardons les surfaces en mètres carrés dédiées au bio dans les hypermarchés, les grandes surfaces. Avant, c'était un petit étalage modeste et pauvre dans un coin. Maintenant, et puis de façon presque analogique ou syllogistique, comme on veut, par glissement, ou métonymique, comme on veut, si on veut utiliser des termes rhétoriques, on voit bien que du bio, on va vers l'imaginaire du marché dans les grandes surfaces et les hypermarchés. Parce que marché égale nature, nature égale bio, donc mon légume. Et je pense que tu évites bien aussi cette polarité entre les deux mondes, parce que si on est trop avec un monde de la mesure objective d'un côté et celui qui est plus vaporeux ou atmosphérique des représentations de l'autre, c'est difficile d'établir des connexions. Et je pense que tu as trouvé un terme vraiment intéressant autour de la notion de choix. Je trouve que c'est vraiment bien vu, cette notion de choix, parce que dans un choix, j'ai besoin d'une assise rationnelle qui me fait, Jean-Jacques, si tu choisis du bio, est-ce que tu es dans la pensée magique uniquement, ou est-ce que tu as entendu dans la discursivité sociale des éléments d'information et de discours? Vous avez vu qu'on utilise aussi le mot information, pas toujours dans le même sens. Hein, toi, tu parles de l'information que tu peux objectiver à travers la mesure, ces informations isotopiques, des informations qui se concentrent sur un même point, et puis nous, on est plus sur l'information qui circule dans la société. Évidemment, c'est le même terme, mais qui ne renvoie pas aux mêmes univers. Mais je pense que cette notion de choix, elle est vraiment extrêmement intéressante, parce qu'elle nous renvoie, par exemple pour le consommateur, ou le père et la mère de famille, qui font ces choix-là, ils ont besoin d'une base relativement établie qui les conforte dans le choix, à partir d'éléments formels ou objectifs.
Et puis de l'autre, bien évidemment, il faut qu'il y ait aussi prise de forme, l'envie de ce qu'on appelle l'envie de s'en laisser compter, C-O-N-T-E-R, dans ce qui est la base du réenchantement. Le désenchantement weberien, vous le connaissez, c'est la perte de la magie comme technique de salut. Et le réenchantement, c'est de retrouver la magie pour son propre salut, bien évidemment, sous cette forme-là. Et la magie, c'est toujours une magie narrative. C'est l'envie de se laisser porter par le discours. Et je trouve que tu as vraiment bien pointé cette notion de choix. Je voulais te demander, avant qu'on donne la parole au public, évidemment, est-ce que toi, tu arrives déjà, tu es dans un environnement d'ingénieurs solide, l'Institut de physique et de chimie de Paris. Est-ce que tu sens déjà des connexions possibles avec les sciences humaines ou est-ce que tu les sens en dehors de cet espace-là? Est-ce que tu arrives ou est-ce que tu te dis je vais profiter d'un espace comme celui-là, au contraire, pour affermir mes connexions? Non, au-delà de vraiment sentir les connexions, je suis content de pouvoir en faire aujourd'hui. Et je pense qu'on ressent surtout, et c'est aussi ce que monsieur encore expliquait hier, c'est qu'on sent la nécessité aussi pour approcher le problème sous toutes ses facettes et pas juste détecter un problème, mais pour vraiment le résoudre un peu, comme expliquait monsieur encore hier. Il faut aussi avoir cette notion-là de contexte, d'environnement social, d'histoire et peut-être d'autres aussi pour vraiment attaquer le problème sous tous ses aspects, sous toutes ses facettes. On en est très heureux parce que c'est vraiment l'esprit du colloque, évidemment, de favoriser ce dialogue. Et on voit bien que les connexions sont posées, pas simplement dans l'incantation en disant il faudrait, mais en ayant l'intuition de ces zones de passage qui peuvent être les nôtres entre ces différentes approches scientifiques. Et que chacun peut nourrir l'autre. Nous, par exemple, c'est aussi à nous de faire un effort pour entrer dans par exemple, ta vision graphique ou tes chiffres, si tu dis aux sciences humaines N14, N15, ça parle à personne d'une certaine manière. C'est pas si difficile. La notion d'exposome, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore bien répandue. On la comprend bien. C'est quand même une convergence de facteurs environnementaux qui agissent sur un individu. Donc voilà. Et puis après, à nous et ça rejoint un peu les visions systémiques ou holistiques qu'on essaie de développer aujourd'hui. Ce qui fait que quand on parle du bio, on ne peut pas le prendre par un bout, il faut l'attaquer par plusieurs bouts. Le bio, il est lui-même à la conjonction de plusieurs choses. Et là, ça devient tout de suite passionnant, puisque personne n'est détenteur de la vérité sur le bio. Et il est la conjonction de lui-même, il a une forme d'exposome, il est pris dans toutes ces connexions. Le public, enfin, je me tais. Si le micro peut circuler, merci. Tout d'abord, bravo Olivier, parce que c'était très clair. C'était pas simple d'expliquer un truc compliqué comme ça, et je crois que tu as fait un très beau boulot. Puis bravo aussi à tous les deux, parce que l'échange, il est assez formidable. On a besoin de vous, les amis. C'est pour ça que c'est cette présentation, et qu'on espère bien que ça va permettre de créer des liens. Juste deux éléments, tout ce que vous avez dit tous les deux est tout à fait juste. J'aime pas beaucoup le terme de pensée magique. Mais il y a d'autres éléments, parce que pensée magique, c'est trop simple et c'est un peu réducteur. Mais je peux vous donner deux exemples que nous, on observe tout le temps en médecine. La façon dont on va donner un traitement, si derrière, il y a un élément de confiance avec le patient et qu'il l'a parfaitement intégré, ça change tout. Et pourtant, on n'a pas l'impression que les pilules restent les mêmes, en d'autres termes, mais l'effet n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire que peut-être qu'on est plus réceptif. Et je vais vous donner un exemple aussi dans le domaine de la recherche. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la myopathie de Duchenne de Boulogne. On va en parler beaucoup ce week-end, puisque c'est les journées du Téléthon. Et donc, je travaille beaucoup sur les protéines. Et donc, on travaillait sur un certain type de protéines qui était censé améliorer, je dirais, justement la fabrication du muscle, en quelque sorte. Et donc, on a fait des études assez compliquées, un peu de ce type-là, on va dire. Et puis, on est arrivé au stade ultime, c'est-à-dire de le tester chez le patient. Et là, notre hypothèse était très simple. On avait, sur le plan méthodologique, c'était extrêmement rigoureux. Mais donc, on avait un essai contrôlé, un groupe qui n'allait pas recevoir, qui allait recevoir un placebo, on va dire, puis un groupe qui recevait ces protéines. Et notre hypothèse était, la myopathie de Duchenne du Boulogne étant une maladie qui évolue, qui se dégrade autour du temps, et bien que le groupe qui allait recevoir pendant X temps cette protéine allait quelque part
soit un peu s'améliorer, en tout cas pas se dégrader, mais par contre que ça allait se dégrader dans le groupe qui ne le recevait pas. On avait fait tous nos calculs là-dessus, et donc vous savez qu'on évalue le nombre de patients en fonction de l'effet que l'on attend. Et notre surprise a été que on n'a pas réussi à montrer ce qu'on voulait. Pas tellement parce qu'il n'y avait pas d'effet dans le bras thérapeutique, mais parce que les enfants qui participaient à cette étude, même s'ils étaient dans le bras placebo, eh bien, finalement, ils ne se dégradaient pas. Et ça s'appelle l'effet placebo en pratique. Ça n'a pas été observé que pour la myopathie de Duchenne de Boulogne. Mes collègues qui travaillent sur l'épilepsie ont souvent ce type d'observation. Tout ça pour dire qu'encore une fois, ça serait une bêtise de penser qu'avec le médicament, on n'a que la solution et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent là-dedans. Et qu'est-ce que j'aurais aimé, à vrai dire, pouvoir, pour prendre cet exemple de l'effet placebo, mais ça c'était il y a à peu près 20 ans, on l'a fait, maintenant c'est sur d'autres choses, mais justement, arriver à aller beaucoup plus loin dans cette approche et comprendre comment le fait d'ailleurs que qu'on participe à quelque chose et puisse avoir un effet sur un déterminant, qui est un déterminant d'évolution de la maladie. Aujourd'hui, on travaillerait sur beaucoup d'autres choses. On se pose énormément de questions sur les représentations de l'alimentation, sur l'intégration, effectivement, à cet exposome social, etc., etc. Et voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Merci. Merci à tous les deux encore. Merci. Alors moi j'aurais deux questions de néophytes, donc c'est peut-être des choses qui existent déjà. La première chose c'est est-ce que c'est une technique qui est utilisée ou qui peut être utilisée en termes de contrôle pour contrôler si un légume est bien bio? Et la deuxième c'est est-ce qu'on peut déterminer un marqueur mais de la viande bio, un peu sur le même procédé isotopique? Oui, alors c'est une technique qui peut être utilisée. Ensuite, ça c'est pas infaillible non plus. L'idéal, c'est d'en combiner plusieurs pour avoir la vision la plus globale. Mais c'est une technique qui peut être utilisée. Je crois pas que ce soit utilisé dans les contrôles actuels, mais j'en suis pas certain non plus. Et pour la viande, alors? Pour la viande, la relation est moins claire. La relation est moins claire et ça semble être beaucoup plus contextuel, disons, que pour les fruits et légumes. Ou avec un autre marqueur peut-être que l'azote? Je ne sais pas si c'est une question comme ça. Potentiellement, ou ça serait c'est aussi une technique, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup l'emphase, qui doit être adapté au contexte. Il y a des contextes dans lesquels, essentiellement des cycles d'azote, dans lesquels cette technique-là va très bien marcher et d'autres dans lesquels ça ne va pas fonctionner. Ou moins bien fonctionner. C'est sûr que si on peut se renseigner au maximum sur le cycle de l'azote dans lequel on le travaille et s'assurer qu'on reste dans ce cadre-là, dans un cadre plutôt local, on met plus de chances de notre côté que ça fonctionne, essentiellement. Mais l'azote reste la clé d'entrée majeure, on va dire. Est-ce qu'on a une alternative si on passe, si c'est pas l'azote? Il y a le carbone aussi qui est facilement analysé et qui pourrait, qui peut dans certains contextes aussi donner des informations sur le régime de culture. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je l'ai trouvée très intéressante. Ça a beaucoup de relations avec les sujets où je suis en train de travailler. Je crois que c'est important de comprendre la croissance de l'importance du bio dans le marché dans un cadre de ce que Fischler a étudié sur l'incertitude, comment on a toujours plus incertain sur l'origine des aliments et on a besoin de repères, d'informations pour construire une confiance autour de ce qu'on mange. Non? Oui. C'est très intéressant de voir un studio, disons, scientifique, des sciences plus médicales, exactes, qui n'est pas clair sur les résultats qu'ils ont dans la santé, c'est le consomme de cet aliment et comment c'est difficile de l'isoler d'autres comportements qui sont associés à les gens qui achètent les produits bio. Mais je me demandais si c'était aussi un marqueur qui pouvait parler, nous dire quelque chose
sur la santé pas seulement humaine, mais environnementale. Non, parce que le bio est contradictoire. Il y a beaucoup de contradictions dans le bio en termes environnementaux, parce que on peut dire, je connais beaucoup de productions au Mexique, par exemple, de tomates bio qui sont pas du tout durables, non? Qu'ils ont dans des serres énormes, qui utilisent une sorte de tomate, de petite cherry, qui est un peu en mode en ce moment là-bas, qu'ils emportent des pollinisateurs du Canada, qui après ils font des trous dans les serres et puis ils sortent et ils deviennent une plague, qu'ils ont une utilisation de l'eau absurde, qui ont en plus des conditions laboratives très précaires, etc. Alors, il y a une relation. On pense le bio comme plus durable, mais il y a beaucoup de contradictions. Mais est-ce que cette marqueur, je ne sais pas comment dire en français, désolé, mais peut nous dire quelque chose sur la santé, je ne sais pas, du sol par exemple, ou de comment la croissance de l'agriculture bio peut être bonne ou bénéfique pour l'environnement? Déjà, c'est intéressant ce point-là parce qu'on parle beaucoup de la santé, les gens veulent beaucoup parler de la santé, mais l'agriculture bio ne se définit pas comme une agriculture qui est meilleure pour la santé, mais comme une agriculture qui allie des meilleures pratiques environnementales. Hein. Donc, normalement, on considère que c'est meilleur pour la biodiversité, globalement, pour le sol, pour l'eau. Ensuite, est-ce que les isotopes de l'azote pourraient être un marqueur de la qualité environnementale? Juste comme ça, je ne crois pas. Je ne vois pas de relation directe, essentiellement. Bien. Une dernière question, si vous le permettez, comme ça on va pas rattraper le retard, mais on peut corriger. Ensuite, par contre, juste peut-être pour complémenter ma réponse, l'azote indique sur la non-utilisation des engrais chimiques de synthèse quand même, qui, eux, sont reconnus pour représenter une fraction non significative quand même de la consommation de gaz naturel, en gros. Oui, merci pour votre exposé qui a permis de nous éclairer sur différents points. J'ai une question sur c'est vrai que ça a été soulevé sur l'aspect de la santé. Mais n'y a-t-il pas aussi une certaine idée à soulever sur... vous dites qu'on ne peut pas, aujourd'hui, par rapport aux publications scientifiques, démontrer que ce serait meilleur pour la santé. Mais prenons-le peut-être dans l'autre sens aussi. N'y a-t-il pas certaines fois une volonté d'instituer la théorie du doute qui a été théorisée par notamment Philip Morris vis-à-vis de la dangerosité du tabac, où je veux dire par là qu'il y a quand même un certain nombre de publications scientifiques qui démontrent l'effet nocif pour la santé des pesticides. Et aussi, vous parliez du bio, donc par rapport aux OGM, il y a aussi une multitude de publications scientifiques. On pourrait citer le professeur Bellepomme, malgré ce qu'il peut soulever comme débat sur les pratiques scientifiques, mais en tout cas, il y a des publications qui existent qui montrent clairement l'effet nocif. Et un autre élément aussi, l'aspect cocktail des pesticides qui est assez rarement étudié et surtout qui est très difficile en réalité à étudier, notamment sur le long terme. Mais on voit quand même que de plus en plus d'éléments et de données scientifiques démontrent en tout cas une dangerosité des pesticides. Et donc on peut le voir, c'est pour ça que je dis, retourner peut-être la question, non pas par rapport au bio, mais parce qu'en plus, quand on parle, et je terminerai là-dessus, de l'aspect de l'agriculture conventionnelle, moi, j'aime pas trop ce terme. Parce que l'agriculture conventionnelle, pour moi, j'appelle ça presque de l'agriculture chimique, en réalité. Parce que conventionnelle, il y a, par exemple, 100 ans, il n'y avait pas ces éléments chimiques et pesticides vis-à-vis de l'agriculture. Donc ça, c'est l'élément. Et aussi sur l'aspect que vous avez soulevé sur l'environnement, justement, oui, le bio qui préserve plus l'environnement. Et ça, c'est intéressant, justement, vis-à-vis de la question de l'écologie, qui est donc la science de l'habitat, donc par rapport à l'humanité, notre planète. Donc, ça soulève l'aspect d'un meilleur élément vis-à-vis de l'espace où nous sommes et comment nous pouvons vivre. C'est intéressant comme point. C'est sûr qu'il faut, je crois, continuer à avoir de la recherche sur les effets des pesticides et qu'il y a des questions qui restent sans réponse aujourd'hui.
Par contre, en même temps, il faut faire attention à un niveau de... Et je ne suis pas non plus un expert sur tout ce qui a été fait sur les pesticides, là. Et il faut par contre faire attention à un niveau de santé publique, à savoir que c'est certainement mieux de consommer des fruits et légumes que de ne pas en consommer du tout parce que ça contient un peu de pesticides.